Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour Laura, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui reste relativement sensible, parfois même, j'ai envie de dire tabou, c'est le sujet du poids. Alors, avant de rentrer justement dans le vif du sujet, eh bien, je vais proposer à Laura de pouvoir se présenter si vous ne la connaissez pas encore. Laura, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? C'est un gros programme, je vous le dis tout de suite. Bonjour Aurélie, merci à tous. Merci pour ton invitation, ça me touche beaucoup. Alors du coup, moi je suis coach, j'accompagne davantage les femmes, mais j'ai déjà accompagné un homme, je ne suis pas fermée, mais j'accompagne davantage les femmes à se réconcilier avec l'alimentation. Donc ce sont plus des femmes qui souffrent de boulimie, d'hyperphagie, mais j'ai également des femmes qui souffrent d'anorexie. Donc pour retrouver une relation plus saine, plus sereine avec l'alimentation, mais aussi avec leur corps, parce que généralement quand on tombe dans les troubles du comportement alimentaire, c'est qu'il y a une obsession qui est tournée envers son corps pour perdre du poids, toujours être encore mieux. Alors pour certaines femmes, c'est justifié parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé qui sont engendrés par le poids, mais pour d'autres, c'est un petit peu moins justifié. Et puis surtout aussi pour se reconnecter à elle-même, parce que finalement, les troubles du comportement alimentaire, si tu veux, c'est juste un symptôme. Mais les vraies racines, elles sont à chercher ailleurs. Et le problème quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est que ça, on ne le voit pas. Et donc, c'est ce qu'on explore en séance de coaching pour aller voir où sont, parce que généralement, il n'y en a pas qu'un, où sont les vraies problématiques. Donc voilà, de manière générale, ce que je fais en coaching. Donc le coaching, c'est vraiment l'art de poser les bonnes questions à la personne pour qu'elle puisse se rendre compte elle-même d'où viennent les problèmes, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que de toute façon, un conseil, généralement, est rarement suivi parce qu'on est tous et tous différents. Voilà. Ben merci pour cette belle introduction. Alors, c'est vrai que poids, troubles du comportement alimentaire, c'est des grands mots, hein, souvent encore tabou aujourd'hui, mais j'aime beaucoup parce que tu as parlé du coup de se reconnecter aux racines, puisque ça c'est le symptôme et donc c'est d'aller à la racine. Et donc, ben, moi, en tant que psychogénéalogiste, j'ai effectivement beaucoup à cœur du coup de parler des racines, de voir d'où on vient. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à explorer que parfois on ne sait même plus par quelle boule prendre. Et du coup, est-ce que toi, dans ta pratique, tu peux remarquer justement dans certaines familles ou dans l'histoire familiale des personnes que tu accompagnes, justement, quelle part a cette racine-là? Parce que du coup, il y en a plein. Mm. Et quelle part la racine familiale et transgénérationnelle, parce que la famille, ça va au-delà de nos parents, de nos grands-parents, a comme part dans notre relation à notre corps, dans notre relation au poids, justement. Mm. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose qui me vient, c'est que pour certaines personnes, il peut y avoir une maman, un papa ou une grand-mère qui a elle-même souffert de troubles du comportement alimentaire. Par exemple, une maman qui souffre d'anorexie et qui du coup transmet ça à son enfant. Parce que déjà, depuis la petite enfance, elle va contrôler l'alimentation, elle va se dire qu'elle est trop grosse alors que la maman est elle-même fine en fait. Et donc, elle va transmettre tout ça à son enfant. Donc, il peut y avoir ça. Après, il peut y avoir aussi des non-dits dans la famille, non pas reliés au poids, mais à des traumatismes, par exemple, qui sont inhérents au système familial et qui, de ce fait, tu vois, à un moment donné, ça revient à la surface. Et donc, en fait, on observe qu'il y a eu des non-dits dans la famille, etc. Et donc, c'est la personne qui souffre de TCA qui aujourd'hui est le symptôme un peu de cette problématique familiale. Donc là, c'est les deux choses qui me viennent, et on a forcément d'autres. Euh, En fait, ça varie vraiment d'une personne à une autre. Soit effectivement, on va trouver des racines vraiment transgénérationnelles, comme tu dis, soit ça va relever vraiment de sa propre histoire, en fait, personnelle. Mais effectivement, ça peut tout à fait. Oui, alors moi, ça me fait vraiment penser, j'avais fait il y a quelques mois de ça une conférence justement sur le poids, le fait que en fait le poids, c'est souvent pas ce qu'on pense, hein. Ça va beaucoup plus loin et donc que ce soit toi via ton coaching ou moi dans mes accompagnements, je pense que on fonctionne à peu près pareil pour ça parce que effectivement on fait quelque chose de très personnalisé et ça c'est vraiment moi quelque chose que j'ai à cœur de mettre en place et c'est de se dire en fait il n'y a pas un schéma
généraliste, c'est que ça dépend de chacun. Et donc, moi, souvent, on vient me dire, oui, mais est-ce que j'ai une mémoire de famine? Est-ce que j'ai une mémoire à l'inverse de cannibalisme? Est-ce que j'ai une mémoire de... Enfin, parce qu'il y a plein de mémoires transgénérationnelles qui peuvent être liées au poids. Et donc, c'est là où, enfin, tantôt tu parlais de boulimie, tu parlais d'hyperphagie. J'ai l'impression que, tu vois, au-delà des mémoires qui peuvent être liées, parce que moi je travaille avec les mémoires, ou de toi, de reliance que tu peux faire en termes de racines, que ces termes aujourd'hui sont encore aussi mal connus ou méconnus, et où, parce que je pense qu'on entend tout. J'ai regardé tout à l'heure tes stories où effectivement, quand on cherche quelque chose, on l'obtient sur Internet. Donc, que ce soit en positif, en négatif, quand on cherche, on trouve. Et donc, moi, je vis ça aussi avec les mémoires transgénérationnelles où les gens ont l'impression de se dire, tiens, en fait, si on vient me donner la carotte, si on me dit que c'est une mémoire de famine, c'est bon, je vais me suffire de ça et ça Mm. va se résoudre, alors que c'est pas du tout le cas. Du coup, comment est-ce que tu pourrais concrètement expliquer aux gens, bah, du coup, que ce soit, j'imagine, alors, c'est pas c'est pas mon expertise, donc je vais vraiment te laisser expliquer, mais en fonction que ce soit de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie ou que sais-je, ce qu'il y a derrière le trouble du comportement alimentaire, parce que je pense que c'est un gros paquet. Comment on vient se reconnecter, comment les personnes peuvent vraiment venir se reconnecter à cette racine, justement, parce que j'imagine que quand on est en crise, eh bien, c'est pas forcément à ce moment-là que ça se passe. Mm. Parce que là, on est Mm. justement ben, en crise, et donc, c'est pas à ce moment-là le moment le plus adéquat pour aller faire ce travail. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant et je pense que la réponse pourrait durer très longtemps parce que, encore une fois, toutes les personnes sont différentes. Euh, et donc, le but, c'est vraiment par le questionnement d'aller observer. Des fois, ça peut juste être, on prend une situation, tu vois, tiens, il y a une compulsion là. Et on vient remonter. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comme tu dis, quand on est en pleine compulsion alimentaire, on ne se rend pas compte. On est en pilote automatique, on mange jusqu'à temps d'avoir mal au ventre, jusqu'à temps d'avoir envie d'aller se faire vomir ou que sais-je. Et donc, c'est pas le moment, effectivement, pour analyser. Par contre, en post-compulsion, un peu plus tard, c'est tout à fait possible. Et ce qui permet finalement de mettre à jour des éléments pour qu'on puisse aller travailler dessus. Parce que ce qui se passe, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'aller vraiment pointer le doigt sur ce qui ne fonctionne pas pour que la personne développe elle-même des compétences, tu vois, pour se libérer durablement des compulsions alimentaires, de l'anorexie, etc. Donc moi, comment je fonctionne? En fait, une séance ne fait pas l'autre. Et c'est ça que j'adore en coaching, c'est que toutes les séances sont différentes. Parfois, tu te dis, la personne arrive, elle est toute souriante, tu as l'impression que ça va, voilà, tout va être hyper fluide. Et là, en fait, elle s'écoule parce qu'il y a une question et voilà, ça touche quelque chose. Ou à contrario, elle n'est pas très bien, puis on va travailler des choses et de nouveau, ça va mieux. Donc voilà, ça diffère vraiment d'une personne à une autre. Mais en tout cas, généralement, chez moi, ça passe par le questionnement, par le pouvoir des questions. Et puis, je leur propose aussi des exercices. Je passe aussi parfois par la méditation pour se reconnecter à elle-même, tu vois. Mais pour aller chercher vraiment les vraies racines, ça passe vraiment par un questionnement, tu vois. Donc ça, effectivement, c'est l'expertise du coach. C'est en ça que j'adore le coaching, c'est vraiment d'aller voir, comme tu dis, elle est où la vraie racine. Après, pour te dire exactement comment ça se passe, c'est compliqué pour moi parce qu'une personne vient avec toute son individualité, ses propres caractéristiques, ses blocages. Donc vraiment, une personne ne fait pas l'autre. Et c'est pour ça que finalement, je ne sais jamais comment va se passer une séance de coaching, parce que je ne sais pas ce qu'elle va amener avec elle, tu vois. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est J'adore. vraiment un processus. Mais j'adore vraiment ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'on attend trop de choses généralistes. Et Mm. ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je remarque beaucoup en ce moment. Il y a tellement de coachs, il y a tellement de trucs. Les gens savent plus par où passer, par quelle boule prendre. Et donc, ils essayent comme ça des trucs un peu généralistes et c'est compliqué. Et donc, merci pour ce retour parce que c'est exactement comme ça que je fonctionne aussi. C'est qu'on est tous différents. Alors, moi, à mon niveau, ben, on a tous une famille qui est différente. Et donc, même si on a des prénoms en commun, des dates en commun, eh bien, c'est pas pour autant qu'on va vivre la même chose. Et donc, voilà, je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment lié à ça. Et donc, voilà, merci beaucoup pour ça parce que je trouve que c'est important. Et ça me fait, ça m'amène à la question suivante, c'est que bah, quand on parle finalement de compulsion, de troubles du comportement alimentaire, moi, ce que j'entends derrière, avec ma casquette transgénérationnelle, c'est schéma répétitif.
Du coup, est-ce que toi, avec ta casquette de coach TCA, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu remarques finalement que c'est des schémas répétitifs et que aller chercher finalement la source de schémas répétitifs, que ce soit individuel et ou familial transgénérationnel, est-ce que ça aussi a toute son importance et tout son impact dans le schéma de guérison ou je ne sais pas comment toi tu l'appelles ce schéma-là? Quand tu parles de schéma répétitif, tu parles de quoi concrètement pour que je suis sûre de bien te Ouais. comprendre? Alors, en tout cas, en psychogénéalogie, je pars du principe qu'un schéma devient répétitif quand euh, c'est plus une habitude. C'est vraiment la grosse différence entre habitude et schéma répétitif. Une habitude, bah, c'est cool parce que ça nous permet de tenir le coup. Et donc, oui, moi, j'ai pour habitude d'aller au sport. Ça deviendra un schéma répétitif à partir du moment où aller au sport est devenu un impératif sans lequel je ne suis pas bien. Et donc, Oui. finalement, on en passe à une certaine forme de dépendance. Et ça, c'est de manière assez générale. J'avais une cliente dernièrement qui me disait, mais tiens, est-ce que manger mon petit chocolat quand je rentre du travail, c'est un schéma répétitif ou une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Et donc, je lui dis, bah, ça dépend. Est-ce que quand tu vas en vacances, tu as besoin de ce chocolat? Et là, elle beugle, elle me dit, ah ouais, c'est une catastrophe. Si j'ai pas mon petit chocolat de 5 heures, je deviens hyper désagréable et plus rien ne se passe bien. Et donc là, pour moi, on est passé dans un schéma répétitif. Parce qu'il y a quelque chose qui... On ne se fait pas juste du bien. Il y a quelque chose derrière. Et donc, pour Hmm. moi, c'est ça la grosse différence entre les deux. Ouais, alors, et en plus, c'est très vicieux dans le cas des troubles du comportement alimentaire parce que si tu veux, on va se faire du bien sur le moment, mais en fait, on va pas vraiment savourer ce bien-être. C'est-à-dire qu'on va très vite switcher dans l'automatisme. C'est-à-dire qu'on va manger très vite, en grande quantité, sans même être dans le moment présent. Et ce qui va venir après, c'est vraiment la culpabilité, la honte, ce sentiment de mal-être, de s'en vouloir. Ça va très loin en termes de dévalorisation de soi, de se dire qu'on n'est qu'une merde, qu'on n'y arrivera jamais à rien dans la vie. Tu vois, on extrapole vraiment de manière globale en se disant que de toute façon, on n'est pas assez. Et donc, ça vient renforcer en fait cette image très négative de soi. Donc, en fait, c'est très, très vicieux parce que là-dedans, on recherche, tu vois, ce pic de dopamine, ce pic de oh, ça va mieux. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, mais on ne veut pas les voir et on n'est pas capable de coopérer avec ça parce qu'on n'a pas appris, en fait, si tu veux, que ce soit à ressentir ses émotions, à les vivre, à comprendre leurs messages, parce que les émotions, elles ont des choses à nous dire. On n'a pas appris à observer, à analyser, à communiquer, à porter sa voix, parce que généralement, ce qui va avec ça, et je pense que ça va sûrement te parler par rapport à ton expertise, mais il y a souvent des difficultés à trouver sa place. En fait, je trouve, dans mon observation, dans mon expérience à titre personnel et en tant que professionnelle, chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, il y a une très belle sensibilité et il y a une belle intuition aussi, mais qu'on a du mal, si tu veux, à accueillir et on ne sait pas trop quoi en faire. En fait, il y a souvent cette difficulté à trouver sa place, ce positionnement. Qui je suis, moi? C'est quoi mon identité? Tu vois, pourquoi je suis là? Et moi, c'est une question que je me suis posée très jeune. Je me souviens, je crois même que j'avais 7 ans. Quand j'en avais parlé à mon psy il y a quelques années, il m'avait dit, mais vous savez que c'est pas normal à 7 ans de se poser des questions comme ça. Où je me disais, mais pourquoi je suis sur Terre? En fait, je sers à quoi? Tu vois? Et donc ça, c'est vraiment une question de fond qui est hyper importante à traiter. Et généralement, ça vient vraiment plus vers la fin du coaching parce qu'avant, si tu veux, il y a d'autres choses à venir traiter. Pour moi, l'identité, c'est vraiment, quand on arrive à travailler sur l'identité, c'est qu'on a vraiment bien avancé. Alors bien sûr, ça se fait tout au long du coaching, mais pour autant, il y a une vraie thématique là-dessus sur l'identité de qui je suis, tu vois. Et pour moi, et peut-être que tu l'as déjà vu toi avec tes clientes, une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire, pour moi, c'est vraiment le maillon de la chaîne qui est prête en fait à venir casser la chaîne pour créer quelque chose de nouveau. Pour moi, ça vient pas chez une personne par hasard, tu vois. Et je sais à quel point c'est très difficile d'en sortir. Vraiment, c'est un challenge. Je l'ai vécu pendant 10 ans, je le sais. Mais vraiment, le but, c'est de s'accrocher, de remonter en selle, de continuer et d'aller voir différents professionnels parce que ce qu'on disait, en fait, toi et moi, on est complémentaires. Et on est complémentaires avec d'autres professionnels. Et moi, je trouve ça hyper dommageable. On en avait parlé toutes les deux en off la dernière fois, mais je trouve ça hyper dommageable que certains thérapeutes euh, s'octroient, tu sais, le fait de dire, mais c'est moi qui guéris les TCA.
les coachs, les machins, mais ça fait pas partie du process. Mais en fait, ouvrez-vous un petit peu parce que si on travaille tous ensemble en complémentarité, c'est là où on peut encore mieux accompagner les personnes, tu vois. Mais il y a des nouveaux métiers aujourd'hui qui ne sont pas vraiment encore bien connus, qui sont pas encore hyper acceptés en France, mais je sais que ça va venir. Euh, mais voilà, du coup, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. J'ai un petit peu. Ah, mais c'est trop bien parce on est vraiment sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est génial. Et dans ce que tu dis, bah, j'ai plein de choses à dire. Et donc, je vais aussi essayer d'être concise. Ah, j'ai pris des notes quand même parce que du coup, il y avait tellement de choses qui venaient. Mais par rapport à cette question de territoire, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, et le territoire à la place, ça a toute son importance effectivement en psychogénéalogie. Connaître sa place, enfin c'est ce que je bosse en premier dans mes consultes. Moi, c'est connaître sa place parce que si on connaît sa place dans sa famille, on va pouvoir du coup appréhender sa place dans la société. Donc ça, c'est vraiment important. Et en fait, quand tu l'as dit par rapport aux troubles du comportement alimentaire, même si j'avais déjà vu la psychogé sous le prisme du poids, là, je me dis, mais en fait, il y a quelque chose qui va même au-delà de ça. Souvent, je donne comme exemple, alors je donne mon petit chat comme exemple, mais mon petit chat, il a deux possibilités. Soit il va se faire tout petit pour pas qu'on le voit, soit il va gonfler ses poils pour justement montrer qu'il est là et se défendre. Et donc, chez les humains, c'est la même chose. Soit on va se faire tout petit et donc on va s'effacer et donc potentiellement on ne va plus manger pour pas qu'on nous voit. Ou alors on va manger beaucoup pour justement prendre plus de place et montrer qu'on est là. Et je trouve que quand on parle du chat, c'est très symbolique et on voit directement de quoi on parle. Eh bien, c'est la même chose. Et donc, moi, mon chat, quand il gonfle ses poils parce qu'il y a un autre chat qui rentre dans mon jardin, c'est parce que c'est son territoire. Et en fait, il veut le marquer. Et c'est comme ça. Au-delà d'aller faire pipi partout, ça, c'est une autre histoire. Mais, et donc, là, c'est la même. Voilà, on est des humains. Ça fait partie de nous biologiquement. Donc, voilà, ça, c'était le premier truc que je voulais dire par rapport au territoire. Je trouve que c'est vraiment hyper important connaître sa place et quand on connaît sa place, du coup, ben, pouvoir s'adapter à notre environnement parce que ça, c'est aussi autre chose, je trouve, aujourd'hui qui est assez compliqué, c'est que on nous dit faites du dev perso, travaillez sur vous, mais on oublie qu'on vit en société. Et que donc, ben oui, la société a un impact sur nous, qu'on le veuille ou non. Et donc, on doit bosser aussi avec ça. Donc, Et, le territoire, pour moi, ça va vraiment venir rencontrer du coup tous ces aspects et le fait ben ouais, qu'on puisse bosser ensemble toi, moi, avec d'autres professionnels pour justement avoir un résultat optimal pour la personne, parce qu'en fait, c'est même pas pour nous, c'est pour la personne, c'est vraiment hyper important. Et donc, voilà, c'est le ici et maintenant. Ma question suivante, c'est justement, moi, je rencontre beaucoup de personnes, pas qui ont des troubles du comportement alimentaire aujourd'hui, mais des personnes qui souffrent des troubles du comportement alimentaire qu'ont eu leurs ancêtres. Donc, des ancêtres qui ont vécu la famine, des ancêtres qui ont vécu la guerre, ça a un impact sur nous aujourd'hui dans notre manière d'appréhender la nourriture, d'appréhender notre corps. Et oui. donc, c'est là où on est tous différents et où ben moi, je trouve ça intéressant d'aller voir ce qui se passe avant chez nos ancêtres, même si on ne le sait pas consciemment, parce que ça se passe toujours de toute façon de manière inconsciente. On ne peut pas connaître la totalité de la vie de nos ancêtres, mais ça a vraiment toute sa place. C'est sûr. Donc toi, tu le bosses aujourd'hui et moi, entre guillemets, je le bosse sur le demain. Comment on pourrait aujourd'hui, selon toi, alors c'est une question très ouverte, tu verras si tu as la réponse ou pas, mais comment on pourrait aujourd'hui justement éviter aux générations futures de subir ça? De subir la répercussion peut-être qu'ont connu leurs ancêtres, c'est ça, par rapport. C'est ça. Mais donc, par exemple, quelqu'un aujourd'hui qui vit des troubles du comportement alimentaire n'a pas forcément conscience que son trouble du comportement aura un impact sur les générations futures. Au-delà du Mhm. fait que, bah oui, on Ouais, sait que quand on est enceinte, être anorexique, c'est pas génial ou ce genre de choses, mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus profond, puisque maintenant, on ouais, sait que ben voilà, les ancêtres qui ont eu une mémoire de famine, eh bien, aujourd'hui, ça va potentiellement créer des personnes qui auront des armoires toujours remplies, un frigo toujours plein, au cas où il se passe quelque chose. Et donc, pour éviter justement qu'à l'avenir, ben voilà, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, pardon, puissent, sans le vouloir, faire cette impression-là chez les générations futures, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces personnes-là? eh bien, qu'on fasse des conférences ensemble, voilà, ce serait pas mal.
En tout cas, moi, ce que je peux constater, c'est que la majorité de mes coachées qui viennent à moi parce qu'elles sont vraiment prêtes, parce qu'elles ont fait du chemin, elles se rendent compte qu'effectivement, il peut y avoir un impact sur les générations qui vont suivre, tu vois. Et d'ailleurs, alors comme tu dis, souvent, c'est pendant la grossesse, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais subir à mon bébé, tu vois, qu'est-ce qui va arriver, je veux pas lui transmettre ça. Ou alors quand ils sont jeunes, mais même à l'adolescence, hein. Donc c'est vrai que généralement, c'est très relié à la maternité, tu vois. Euh, mais effectivement, ça peut être un facteur déclenchant pour se dire, non, mais en fait, moi, je veux pas transmettre ça. Après, comment anticiper ça avec des personnes qui ne sont pas encore conscientes de ça, c'est une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'école, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle beaucoup de la nutrition, mais tu vois, manger 5 fruits et légumes par jour, manger des laitages, etc. Donc en fait, déjà, on rentre dans des injonctions avec les tout petits, au lieu de leur apprendre à s'écouter, parce qu'un enfant, il sait déjà s'écouter, en fait, en vrai. Mais on leur apprend pas vraiment à, ouais, à revenir à soi, tu vois, dans leur centre. Et j'avais une de mes coachées, toute jeune, elle venait d'avoir 18 ans. Moi, je trouve ça incroyable qu'à 18 ans, tu vois, on se dise, bah, je fais un coaching. Enfin, c'est un Oui, oui, investissement en termes de temps, d'énergie, d'argent. d'accord. Et aujourd'hui, elle a la fac de médecine. Elle veut Ok. être médecin. Et en fait, elle me disait, mais je suis outrée parfois d'entendre les conseils qu'on peut donner en termes de nutrition. Parce qu'encore une fois, c'est des injonctions. Et quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, eh bien, on va rentrer dans ces injonctions. Tu vas se dire, ah ben, il faut que je mange ça et ça et ça. Sauf qu'encore une fois, c'est des informations hyper générales. Donc, c'est vraiment de revenir à soi. Et moi, je trouve que c'est dommage, effectivement, qu'à l'école, on n'apprend pas ça aux enfants. Parce que ça pourrait être hyper intéressant pour eux, au lieu de leur donner des informations hyper généralistes. Alors, bien sûr que l'équilibre alimentaire, c'est important, tout comme le plaisir. Et le plaisir fait partie de l'équilibre alimentaire. Mais effectivement, peut-être amener les enfants à se poser des questions, peut-être un petit peu plus profondes, etc. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Tout comme le développement personnel, d'apprendre à se connaître, tu vois. Et, 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 et quelque part, tu vois, il y a des personnes qui arrivent à moi, elles ont 50 ans et elles commencent ce travail-là. Alors c'est magnifique, mais on aurait pu le faire bien avant, en fait, tu vois, pour gagner encore plus de temps. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la chance avec les réseaux sociaux, tu vois, de pouvoir toucher beaucoup de personnes et que ces personnes-là aient accès à l'information. Moi, quand je souffrais TCA, je me souviens pas qu'il y avait autant de comptes Instagram. Enfin, déjà, Instagram, c'était moins connu. Il y avait plus YouTube à l'époque, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on peut toucher bien plus de monde et ça, je trouve ça génial, tu vois. Ouais. Et je pense que ce sera encore plus le cas dans quelques années. Donc, je pense que c'est notre rôle aussi, en fait, d'informer et d'aider les personnes à se poser les justes questions plutôt que de leur dire quoi faire, en fait. Oui, avec ce fameux principe de prudence où effectivement, posez-vous les questions vous-même et prenez pas pour acquis ce qu'on vous dit, ne Mhm. prenez pas pour acquis, il n'est pas question de généralité, il n'est pas question de tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Ce qui m'amène presque à la fin, mais ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment fait penser à ça. En fait, j'avais oublié, mais Laura et moi, eh bien, on a fait les mêmes études. Alors sans le savoir, parce que quand j'ai contacté Laura, ça n'avait absolument pas ce rapport-là. Mais donc, Laura est aussi assistante sociale de formation. Et donc, je trouve ça assez dingue. Et en fait, quand tu viens de dire, ben voilà, est-ce que on ne devrait pas se faire poser des questions plus jeunes, plus tôt, en fait, ça me fait vraiment penser à est-ce qu'il ne faudrait pas remettre plus d'amour de soi dans tout ça? Parce qu'en fait, ce qui te relie, toi, dans ce que tu fais, dans moi, ce que je fais, et dans ce que plein d'autres gens font, euh, eh bien, est-ce que c'est pas ça? En fait, c'est de Mhm. revenir à Oui. soi, revenir à l'amour de soi. Peu importe comment vous décidez de le faire. En fait, ça veut dire que oui, si aujourd'hui vous souffrez de crise du trouble du comportement alimentaire, bien sûr, il faut calmer ces crises avant de faire un autre travail, c'est la première chose à faire. Donc, effectivement, il y a des priorités, il y a des choses à mettre en place. Et donc, bah, si c'est ça, appelez Laura, c'est son expertise. Après les crises, eh bien oui, il y aura peut-être des choses transgénérationnelles à travailler. Et alors, si c'est ça, eh bien c'est mon expertise à moi. Et peut-être qu'il y aura à un moment donné besoin de sophrologie et ce sera une autre expertise. Mais donc ça, prenez vraiment le temps de la priorité. Parfois, il faut d'abord bosser une mémoire transgénérationnelle avant de pouvoir aller travailler quelque chose de fond avec Laura. Et donc, c'est vraiment, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas mais c'est vraiment
travailler avec l'amour de vous. Connectez-vous, connectez-vous à ce que vous ressentez et vous dites, OK, en fait, peut-être que ça va matcher avec quelqu'un et en fait, on s'en fout de ce qu'elle a fait comme étude, on s'en fout de l'expertise qu'elle a parce que si ça matche avec elle, eh bien, elle va pouvoir vous apporter ici et maintenant ce dont vous avez besoin. Moi, je dis tout le temps que rien n'arrive par hasard. Et donc, vraiment, Mm. essayez, je pense, si j'ai le mot de la fin d'aujourd'hui, ce serait ça, c'est reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à cet amour profond de vous-même. C'est vraiment pas facile parce que la société aujourd'hui, même si elle prône le self-love, le développement personnel et tout ça, on sait à quel point ça reste hyper compliqué aujourd'hui. Mais vraiment, pour moi, l'amour, c'est le mot qui rassemble tout et qui est peut-être la solution. En fait, si on avait une seule solution et une baguette magique, ce serait celle-là. Maintenant, il faut apprendre à travailler avec cette baguette magique. Et donc, ça, c'est ce qu'on s'évertue à faire au quotidien. Donc voilà un peu moi mon mot de la fin. Laura, quel est ton mot de la fin et qu'est-ce que tu pourrais proposer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour aller un cran plus loin si c'est quelque chose qui les intéresse, si c'est quelque chose qui les interpelle, qu'est-ce que tu peux proposer et ton mot de la fin? Du coup, je te fais un Mm. petit mix. Est-ce que je peux juste rebondir sur ce que tu étais en train de dire parce que je trouve Bien ça sûr. hyper intéressant. Quand tu parles d'amour de soi, c'est exactement ça ce que je dis à mes coachés. C'est que pour moi, la guérison, la vraie guérison, en fait, c'est l'amour de soi inconditionnel. Et quand on dit ça, ça nous paraît un peu nébuleux. Mais oui, mais comment on fait? Bah justement, c'est ce qu'on voit aussi en coaching. Et ça passe par des petites actions, des petites actions. C'est vraiment des petits pas par petits pas. En fait, l'être humain, il veut tout de suite, tu sais, faire le grand écart et avoir la grande action et le grand machin, et on cherche des résultats de fou. Mais en fait, c'est pas ça la réalité. C'est step by step. Et quand on fait le travail, moi, jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, j'aurais ce rapport-là avec moi-même et avec mon corps. Jamais de la vie. Donc, effectivement, c'est hyper intéressant et c'est exactement ça. Et je voulais juste revenir là-dessus quand tu disais, bah, vous pouvez aller voir Laura, puis ensuite moi. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de chemin type. Moi, tu vois, avant vraiment de m'atteler à guérir des TCA, j'ai fait plein de médecines alternatives. J'ai travaillé sur mes vies antérieures. Vraiment, j'ai fait plein de choses, tu vois. Et donc, chacun son chemin. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce que tu dis, c'est s'écouter soi, en fait. Sans Et culpabilité, sans voilà. tout ça en fait. Parce que dans tous les cas, on apprend toujours des choses. Toujours. Donc voilà, c'est s'écouter parce qu'on est tous et toutes différents. Et c'est ça qui est beau, c'est que sur le chemin, on apprend tellement de choses. Ensuite, j'ai oublié ta question, c'était le mot de la fin, je crois. Alors, le mix du mot de la fin et de ce que tu peux proposer aux personnes qui nous regardent si elles veulent aller un peu plus loin sur ce chemin-là. Ouais, bah, déjà, ça dépend effectivement de ce que les personnes veulent expérimenter. Est-ce que c'est un coaching? Est-ce que c'est une autre forme, d'accompagnement avec un autre professionnel? En tout cas, si c'est avec moi, je ne sais pas si c'est exactement ta question par rapport à ce que moi je propose ou si c'est de manière globale. Mais en tout cas, encore une fois, ça peut être, beh, soit, je ne sais pas, regarder s'il n'y a pas des programmes, par exemple, des formations qui pourraient vous plaire pour vous dire, bah tiens, j'ai envie d'en apprendre plus de manière autonome. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ et c'est pour ça que j'ai sorti un programme où les personnes le suivent à leur rythme. Et en même temps, il y a l'accès à un groupe Telegram, donc elles peuvent me poser leurs questions, ce qui permet d'avoir un lien avec moi, tu vois, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais je trouve quand même que l'individuel, pour moi, tout le monde devrait aller voir un professionnel, que ce soit un coach, un psychologue, même expérimenté avec toi, parce qu'on apprend tellement. Et je pense qu'à un moment donné, tout ce qui est livre, podcast, programme, pour certaines personnes, ça a ses limites. Et rien ne vaut, je trouve, d'être accompagné en individuel par un professionnel. Et je trouve qui a déjà fait le chemin, tu vois. C'est un peu, bah, si tu veux aller sur l'Himalaya, est-ce que tu montes, tirer sur l'Himalaya avec un marcheur qui a déjà fait 30 fois l'Himalaya ou est-ce que tu irais avec quelqu'un qui étudie quelqu'un qui va sur l'Himalaya, tu vois? Mais ça, c'est ma vision des choses. Il y a aussi des très bons professionnels qui n'ont jamais souffert de TCA et qui seront complètement aptes à vous accompagner. Mais moi, je trouve que ça a tellement de valeur aussi, tu vois, d'être accompagné par une personne qui a fait le chemin et qui sait. Et moi, je dis à mes coachés, mais vous pouvez pas me mentir, en fait, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Vous pouvez pas me berner. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça, mais je pense aussi qu'il s'auto-berne, hein. Tu vois, Mais ça oui, fait partie du jeu, quoi. c'est ça. Et comme tu disais, moi, je pense que la clé, elle est vraiment dans Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter que j'ai pas encore expérimenté pour faire un pas de plus vers ma guérison? Parce qu'en fait, quand on ne fait rien, il se passe rien. Et donc, vous êtes en train de perdre des années de vie
Et moi, je sais que j'ai beaucoup été, si tu veux, drivée. Alors, driver, je sais pas trop comment le dire en français, mais j'étais beaucoup dans la souffrance. Fallait vraiment que j'aille au bout de la souffrance, tu vois, de Je vois difficile, bien, je vois bien. voilà, passer à l'action. Et maintenant que je suis plus là-dedans, je suis plus dans, OK, j'ai envie de ça, bah j'y vais. Alors oui, des fois, on peut se dire, ouais, mais c'est un budget, oui, mais c'est un investissement, oui, mais est-ce que ça va fonctionner? Oui, mais si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas savoir. Et moi, si j'en suis là, c'est parce que j'ai essayé tellement, tellement, tellement de choses. Mais c'est vraiment indécent tout ce que j'ai essayé, hein, et tout, et finalement tout l'investissement que j'ai mis. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai fait. Donc en fait, écoutez-vous, vous avez votre petite voix intérieure, connectez-vous à ça et demandez-vous, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter pour moi? Parce que de toute façon, la vie, elle est courte. Il peut se passer plein de choses. Donc, autant faire les choses maintenant. Pourquoi attendre de faire quelque chose que vous allez dans tous les cas faire à un moment donné ou à un autre? Autant le faire maintenant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est ne pas attendre. Y aller, vous risquez rien, en fait. Au contraire, il y a tout à gagner. Des belles opportunités, des belles expériences. Et effectivement, vous n'êtes pas obligé de commencer par des trucs extraordinairement chers, hein. Vous pouvez, voilà, je pense que vous pouvez aujourd'hui piocher. Il y a des choses qui sont très bien faites en podcast, en newsletter, en peu importe sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui existent. Et une fois que ça vous parle, une fois que ça vous connecte à vous, allez-y, parce qu'effectivement, je pense que rien ne vaut effectivement un accompagnement. Je pense que bah, toutes les personnes qui accompagnent sont accompagnées aussi. Donc, si on se permet de le dire, c'est parce qu'on sait de quoi on parle, je pense. Donc voilà, la vie, c'est maintenant. Reconnectez-vous à cette sphère lumineuse de l'amour qui est autour de nous. Justement, il y a suffisamment de négatifs autour de nous. Et donc, franchement, focusons-nous sur le positif. Je pense que c'est une des meilleures choses à faire, une des premières choses. Et puis après, suivez votre cœur. Vraiment, suivez votre cœur. Tout à fait. Ah, ok. Eh bien, Laura, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir accepté de me rencontrer. Alors, vous pouvez retrouver Laura sur ses réseaux sociaux. Je vous mets dans le descriptif de cette interview toutes les informations dont vous aurez besoin pour la suivre. N'hésitez pas à la contacter. Et puis, moi, je vous dis de toute façon à très bientôt dans une prochaine vidéo. S'il y a quoi que ce soit, eh bien, envoyez-nous un petit mail. Je pense que on est dispo toutes les deux, on est assez ouvertes pour ça, donc n'hésitez pas. Et puis, bah, qui sait, si vous avez des idées ou des envies qu'on fasse des choses en commun, eh bien, allez-y, c'est le moment. Je pense qu'on a ouvert une porte aujourd'hui, et c'est ça. Aujourd'hui, c'est une porte ouverte. Saisissez les portes qui sont ouvertes et on verra de quoi demain sera fait. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à vous. Grand C'est plaisir. vraiment un plaisir. Ciao. Salut.